10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Arnaud Le Parmentier, Michael Darmon, Jean-Pierre Elkabbach. Nous avons été affectés par les événements, les drames du 13 novembre. Et le président d'Air France, Alexandre de Juniac, d'Air France KLM, me disait il y a quelques jours qu'il avait le sentiment qu'à Noël, la demande de transport allait se reconstituer. Donc j'espère, je regarde tous les jours les chiffres, que nous allons retrouver un rythme de trafic plus normal parce que le choc a été fort. C'est-à-dire que ça a baissé, c'est ça que vous voulez dire en fait. Oui, nous avons une chute de trafic de combien matériel. Écoutez, par rapport à nos prévisions, de l'ordre de 7 à 8%, et comme nous avions prévu une hausse de 3%, ça veut dire que le trafic est en baisse d'environ 5% par rapport à l'année précédente. Michael Darmon. Alors ce qui est intéressant avec vous et quand on reprend ces événements, c'est que au fond vous nous emmenez aussi un petit peu dans les coulisses de l'état d'urgence. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 novembre au soir lorsque François Hollande annonce que vu les attentats, eh bien il suspend ou rétablit donc le contrôle aux frontières. Vous, de votre point de vue, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous avons beaucoup de compagnies aériennes qui nous téléphonent entre minuit et 3 heures du matin pour nous dire est-ce que vraiment il est possible d'atterrir à Paris, est-ce que je ne dois pas dérouter mon avion ? Donc, tous nos collaborateurs, dont le directeur de permanence, ont pris soin de leur expliquer que le président de la République avait voulu signifier que nous contrôlions 100% des passeports des personnes qui rentraient en France, notamment par avion, mais que les avions pouvaient continuer à atterrir. Donc nous avons été très mobilisés. Dès le samedi matin, nous avons été sur place et je me suis rendu à Charles de Gaulle pour voir comment étaient appliquées les consignes de contrôle à 100% des vols en direction de Schengen. Et nous avons été amenés, avec le ministère de l'Intérieur, à réaliser les premiers ajustements permettant que ce soit supportable pour les passagers. Parce qu'il y avait des centaines d'avions qui étaient en vol. Ça ne marchait pas et vous dites au ministère de l'Intérieur, il faut corriger. Ça veut dire tout simplement qu'au début, nous avons cru qu'il était possible de contrôler 100% des passeports des avions qui quittaient Paris. Et en pratique, ça créait des files d'attente de 3 heures, 3 heures et demie, qui étaient insupportables et qui créaient elles-mêmes des nouvelles files d'attente qui créaient un facteur de risque. Donc nous avons été très mobilisés dès le samedi matin, mais nous avons surtout été mobilisés, M. Darmon, pour accroître encore des mesures de sécurité qui sont en très forte progression depuis 2001. Il faut que nos auditeurs le sachent. Le transport aérien, à partir de septembre 2001, a connu une progression des contrôles tout à fait considérables. Les effectifs de sûreté à l'aéroport de Paris, c'était 2300 personnes en 2001, c'est 5000 personnes aujourd'hui. Les bagages de soute étaient contrôlés à hauteur de 30% en 2001. Aujourd'hui, ils sont contrôlés à 100%, et ce, depuis 2003. Les bagages cabines étaient contrôlés uniquement par 96 postes d'inspection filtrage sans palpation des personnes, sans fouille au corps. Aujourd'hui, nous avons 202 postes d'inspection filtrage, nous avons des palpations aléatoires et nous avons des contrôles d'explosifs. Nous avons des contrôles d'explosifs. Qu'est-ce que vous pouvez augmenter comme niveau de sécurité avec tout ce que vous nous dites ? On peut encore augmenter ? Alors, d'abord, après janvier 2015, après le drame des attentats de Charlie Hebdo, nous avons accru nos rondes de sécurité au sein d'aéroports de Paris. Quand vous dites vous, c'est en dehors du Vigipirate. En plus de Vigipirate attentat. À partir du 1er septembre 2015, nous avons appliqué de nouvelles règles européennes qui visent à détecter de façon aléatoire et systématique les explosifs sur les personnes, sur les bagages de cabine et sur les bagages de soute. À partir du 13 novembre 2015, les effectifs de militaires ont été accrus de 50% à Charles de Gaulle et 50% à Orly. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à tout moment de la journée, dans chaque terminal, vous avez un trinôme de militaires en armes qui patrouillent dans nos aéroports. Nous avons rétabli les contrôles d'identité de toutes les personnes qui quittent la France, y compris pour des vols Schengen, à l'entrée des avions. Donc ça s'appelle le récollement documentaire. Nous avons appliqué au personnel des mesures dont jusqu'à présent ils étaient pour partie exemptés. Ça grâce, comme disait Michael Darmon, à l'état d'urgence. C'est indépendant de l'état d'urgence. Nous avons profité du nouveau contexte pour considérer que les personnels devaient eux-mêmes se voir... Mais il y a eu des perquisitions. Par ailleurs, et ça il s'agit d'une autre démarche, les pouvoirs publics ont utilisé la faculté de l'état d'urgence pour pouvoir réaliser des perquisitions administratives. Combien ? Sur qui ? Eh bien, par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une illustration, 4000 casiers de personnel qui travaillent sur le site d'aéroport de Paris ont été perquisitionnés depuis un mois. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ça veut dire qu'il y avait des doutes, et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ça veut dire qu'il y avait des doutes, c'était pas assez fort ? Est-ce qu'il y avait des doutes ? Bien sûr qu'il y a des doutes. Vous le savez, il y a peu de zones
en France qui sont aussi sécurisés que les aéroports. Il faut que nos auditeurs le sachent. Dans un aéroport, vous avez une zone publique et une zone privée. Oui, la zone publique, c'est quand d'abord on y arrive, on arrive en taxi ou en voiture. Voilà. C'est le début de la zone publique. Voilà. Mais vous ne voulez pas faire de contrôle à cette entrée-là. Pourquoi ? Alors, là, déjà, avant d'entrer dans l'aéroport. Je vais vous expliquer pourquoi je travaille sur des contrôles à l'entrée de la zone publique. Ce que je voulais dire auparavant, c'est que pour travailler dans la zone réservée, nous avons 85 000 personnes qui travaillent dans la zone réservée, il faut un badge. Et pour badge avoir rouge. Un badge qu'on appelle badge rouge, vous êtes très bien informé. Et pour avoir ce badge, il faut avoir une enquête de police. Et si vous travaillez à l'inspection filtrage, c'est-à-dire que si vous êtes dans une société qui fouille vos bagages de cabine, il faut 3 contrôles de police. Est-ce que vous avez retiré des badges rouges ? Alors, ces badges sont attribués et retirés par l'autorité préfectorale avec laquelle nous travaillons très très étroitement, puisque, en fait, une des caractéristiques... Est-ce que des badges ont été retirés depuis les attentats ? La réponse est oui, près de 70, notamment pour des phénomènes de radicalisation. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a peu d'endroits en France où il y a une aussi grande imbrication entre les autorités qui organisent un mode de transport... Il y a peu d'endroits dehors des gares où on risque autant sa vie, hein. Aussi, il y a des problèmes de sécurité, c'est normal que vous les renforciez. Mais pour compléter la question d'Arnaud Le Parmentier, est-ce que vous avez dû vous séparer de salariés avec des fiches S, par exemple ? Alors, s'agissant de l'entreprise Aéroports de Paris elle-même, nous sommes épargnés par ces phénomènes de radicalisation ou d'agents qui ont des fiches S. En revanche, il est de fait qu'un certain nombre d'agents se sont vus retirer leur badge pour des comportements inquiétants. Et un des points qui reste, me semble-t-il, à améliorer est le suivant. Lorsque vous êtes une entreprise qui travaille uniquement en zone réservée et que vous avez un agent qui se voit retirer son badge, vous pouvez la licencier tout de suite. En revanche, si vous avez également des activités en zone publique, la législation d'aujourd'hui vous oblige à trouver un emploi pour cette personne en zone publique. C'est-à-dire vous le sortez d'un côté, vous le récupérez de l'autre. Voilà. Et l'ensemble des entrepreneurs sur la plateforme... On va essayer d'être encore plus précis. Vous avez dit les badges rouges. La police fait des enquêtes, etc. On a un badge rouge pour une durée de 3 ans, n'est-ce pas ? Exactement. Mais pendant l'intervalle de 3 ans, on peut se convertir, on peut se radicaliser. Il n'y a pas de contrôle par étape. On attend les 3 ans. Alors, d'abord, ce que je peux vous dire, Monsieur El-Kabach, c'est qu'aujourd'hui même, les autorités préfectorales procèdent à un screening de l'ensemble des badges, indépendamment de la date d'attribution du badge en question. Deuxièmement, lorsque vous êtes attributaire d'un badge rouge, vous recevez une formation, et parmi les éléments de cette formation, il y a l'obligation de détecter tous les comportements anormaux et l'obligation de, en quelque sorte, surveiller tous vos voisins de travail. Donc, il est dans la génétique du badge rouge de faire l'objet d'une surveillance multilatérale et permanente. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Arnaud Le Parmentier, Michael Darmon, Jean-Pierre El Kabach.